Monsieur le grand rabbin Gilbert Naïm, bonjour. Bonjour. Nous vous retrouvons pour cette seconde édition de ce questions-réponses sur l'actualité. Et vous avez souhaité, au sortir de ces fêtes de Pessah, revenir sur cet assassinat tragique et antisémite de Madame Muriel Knoll. Il se rejoue ici, avec l'assassinat de Madame Knoll, ce qui s'est déjà passé avec Ilan Halimi, mais aussi lors de cette agression, il ne faut pas l'oublier, qui avait eu lieu il y a quelques années à Créteil, en hiver, lorsqu'un couple de jeunes gens avait été agressés pour être volés, la femme violée. Et dans tous ces exemples, il a été question, lorsque les agresseurs ont été interrogés, à la fois de vol, à savoir que les Juifs sont riches, mais aussi l'idée que s'ils sont riches, c'est parce qu'ils s'accaparent les biens des autres, et donc qu'il y a lieu de faire main basse sur ce qui ne leur appartient pas aux Juifs, puisque leur comportement est considéré comme illégitime. Je résume en quelques mots la thèse d'un sinistre pseudo-humoriste dont on entend moins parler aujourd'hui dans les médias, mais qui malheureusement propose une idéologie néfaste, pour le moins meurtrière aussi. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les gens partent de l'idée, et je parle des agresseurs, qu'ils sont victimes d'une société qui ne leur donne pas ce à quoi ils aspirent, ils s'en prennent aux Juifs pour deux raisons. La première, je l'ai évoquée, parce qu'ils estiment que les Juifs en font trop, que du fait qu'ils ont été victimes dans leur histoire, ils ont tous les droits, que tout leur est permis, y compris de s'accaparer ce qui ne leur appartient pas. Puis il y a une deuxième raison, c'est que les Juifs, du fait qu'ils ne sont pas démasqués comme, entre guillemets, s'appropriant des biens qui ne leur sont pas dus, c'est bien qu'ils ont de l'influence, et qu'ils ont de l'influence dans la société, qu'ils ont de l'influence sur les régimes politiques, autrement dit la fameuse influence juive. Les Juifs sont partout. Eh bien cette influence juive se fait au détriment d'autres victimes, à savoir ceux qui, se croyant victimes, prennent de très haut les règles et le droit de la société. Voilà ce qui s'est tristement et encore une fois joué avec Madame Knoll, comme pour Ilan Halimi, comme à Créteil, dans une circonstance moins dramatique puisqu'il n'y a pas eu mort d'homme, mais c'est vrai que l'on retrouve les clichés antisémites qui ont infecté l'histoire de l'Occident pendant tant de siècles. Le Juif est un voleur, le Juif est partout, le Juif est au pouvoir. Voilà ce qu'il fallait dénoncer. Alors on a parlé d'actes antisémites répétés avec ces nombreux drames. Au-delà des cérémonies d'hommage et tous ces textes, ces témoignages souvent émouvants et ces cérémonies commémoratives, mais est-ce que selon vous, au-delà des hommages, la France fait ce qu'il faut? La France fait ce qu'il faut pour ce qui concerne les hommages, c'est-à-dire qu'après que le mal ait été fait, elle reconnaît la nature du mal. La question, c'est que le mal ne naît pas de n'importe où, et que ce mal naît d'une absence d'éducation, naît d'une victimologie dont certains courants de l'islam se pensent devoir être les porte-paroles, et que dès lors que vous dénoncez non seulement la nature du mal, mais ceux qui font le mal et qu'ils appartiennent à de mêmes catégories sociales ou de mêmes catégories religieuses, alors vous êtes taxé de, pour ce qui concerne les catégories religieuses, d'islamophobes par exemple, et pour ce qui concerne des catégories sociales dites entre guillemets défavorisées, vous n'avez en réalité aucune compassion face à ceux
les damnés de la terre qui n'ont pas d'autre moyen que, etc., etc. C'est-à-dire que l'on retrouve, là encore, l'idée que les victimes, à défaut d'avoir toujours raison, peuvent être comprises, et dans ce jeu de concurrence des victimes, certaines ou certains des agresseurs espèrent non seulement la mansuétude, mais la compréhension de la société. Là-dessus, l'État doit être très ferme et il n'y a pas lieu d'avoir de la compassion à l'égard de celui qui commet le mal parce qu'il se sert d'un pseudo-statut de victime avant même d'avoir essayé de quitter son statut de victime pour se favoriser une place honnête et de qualité dans cette société française. Alors, dans l'actualité également, cette déclaration du prince héritier saoudien qui a dit il y a quelques jours dans différents médias, et je le cite, « Il me semble que nous avons avec Israël un ennemi commun et qu'il y a beaucoup de domaines pour une potentielle coopération économique. Mais nous ne pouvons pas développer de relations avec Israël avant de résoudre la question de la paix, puisque les deux États, selon lui, ont le droit de vivre et de coexister. » Qu'est-ce que cette déclaration du prince héritier d'Arabie Saoudite vous inspire? C'est une déclaration qui est intéressante, même si elle est intéressée, étant entendu qu'il ne faut pas mélanger des choses qui malheureusement n'ont rien à voir ici, heureusement ou malheureusement, d'un côté la vie politique et de l'autre côté la vie religieuse. Je rappelle que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle de démocratie. Ce n'est pas un modèle de pluralisme religieux, que c'est par ailleurs, entre guillemets, le temple de l'islam. Le lieu saint de l'islam n'est pas à Jérusalem, il est à la Mecque, et que l'idée même d'une souveraineté juive aux côtés d'une souveraineté musulmane est une situation qui est totalement inconnue par les musulmans. Le Coran ne l'a pas imaginé un instant. Or, l'histoire de l'islam montre que dans le meilleur des cas, les Juifs étaient tolérés, que, à condition de remplir certaines clauses économiques, ils pouvaient vivre aux côtés des musulmans en paix. Par exemple, ces clauses étaient financières, et que dans des cas très rares, ils ont pu discuter, ils ont pu réfléchir ensemble, et j'allais dire qu'ils ont pu repenser la philosophie et le monde, comme cela s'est passé, par exemple, à Cordoue. Mais durant un temps très court, il ne faut pas l'oublier. Là-dessus, pour répondre à votre question, je dirais que sur le plan religieux, je reste dubitatif. Sur un plan politique, je ne suis pas le premier à imaginer qu'il y a des intérêts communs et que l'adversaire d'Israël aujourd'hui est plus l'Iran que l'Arabie Saoudite et que l'adversaire de l'Arabie Saoudite est plus l'Iran que l'État d'Israël. Et que dans tout cela, je ne suis pas sûr que pour nombre de pays arabes, la cause palestinienne soit si importante que cela. L'Iran n'a pas profondément dans le schisme de raisons idéologiques de soutenir les Palestiniens, sinon qu'en se faisant non seulement les porte-paroles, mais les garants des Palestiniens sur la scène mondiale, cela leur donne une posture, une stature, et une stature qui, dans la confusion des pensées qui habitent l'Occident progressiste, leur permet d'être, entre guillemets, compris par les progressistes du monde entier. Alors on a parlé d'Israël et ce sera la question de fin. La situation d'Israël en ce moment avec les tensions très vives qui se trouvent à la frontière avec Gaza, vous qui revenez d'Israël, quel est votre sentiment et votre analyse sur cette nouvelle situation de grande tension? Le problème de Gaza est un problème, je dirais non seulement sur le long terme, mais sur qui est très ancien. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'avant la guerre de 67, Gaza appartenait à l'Égypte et que c'était une source de tension et pour l'Égypte et pour l'État d'Israël. Je vous rappelle également qu'en 1968, un an après la guerre des 6 jours, déjà à l'époque, des attentats
avait lieu dans la région frontalière à l'extérieur de la bande de Gaza. C'est donc un problème qui n'est pas nouveau. Et que si, au lieu de considérer que le seul problème qui existe entre Israël et les Palestiniens est le problème du blocus, ce qui veut dire que si on supprimait le blocus, il n'y aurait pas un attentat par mois, ou il n'y aurait pas un attentat par semaine, mais il y en aurait des dizaines tous les jours, ça tirerait de partout. Si la frontière était plus, j'allais dire, franchissable entre Gaza et l'État d'Israël, il y aurait des assassins qui parcourraient toute une partie du pays de l'État d'Israël. Tout cela, je ne peux pas l'oublier. Mais pour répondre à votre question et pour conclure notre propos, je dirais ceci. De toute façon, le Hamas, pas plus que les musulmans intégristes, n'imagine la moindre souveraineté pour les Juifs. Parce que idéologiquement, et pas simplement d'un point de vue politique, mais d'un point de vue religieux, ils n'ont jamais vécu, depuis la naissance de l'islam, avec une souveraineté juive à leur côté. Les Juifs étaient dépendants des musulmans en terre musulmane. Ils n'ont jamais été souverains aux côtés des musulmans. Cette situation est totalement inconnue, donc pour eux impossible, donc pour eux inimaginable, donc pour eux interdite. D'où une guerre sur le long terme. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier, parce que si au lieu de renvoyer dos à dos les Israéliens et les Gazaouis et le Hamas du Gaza, les pays, j'allais dire, qui considèrent, ce que j'entends par progressistes, les pays progressistes ou les courants de pensée progressistes, ce sont les courants de pensée de ceux qui croient que d'un côté il y a ceux qui ont du pouvoir et ceux qui le subissent, qu'il y a des forts et des faibles, qu'il y a des bourreaux et des victimes. C'est ce qu'on appelle l'idéologie marxiste, mais l'idée, à partir de là, que les forts discriminent les faibles, et que les forts c'est Israël, et les faibles ce sont les habitants de Gaza. Et donc il y a une vision qui est totalement politique, là où il n'est pas question que de politique, mais où il est aussi question de religion. Et pour clore, je dirais une dernière chose, c'est que, au lieu de parler de cessez-le-feu, au lieu de parler de renvoyer dos à dos, ils doivent ne pas aller trop loin dans la violence, ils doivent savoir se tenir, comme dit le Conseil de sécurité. Je dirais plutôt qu'il serait peut-être bien, pour mettre fin à ce conflit, de prendre un mois, de prendre 6 mois, sans combat. Alors on va discuter. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre bande de Gaza? Vous la voulez quoi? Vous la voulez en lien direct et reprendre des territoires israéliens? Vous la voulez sans l'État d'Israël? On peut vous offrir la paix, à vous, à Gaza, à une condition, c'est que vous nous offriez la paix, à nous, Israéliens. C'est là-dessus qu'il y a lieu de travailler. Je ne dis pas entre Israéliens et les gens de Gaza, parce que c'est aujourd'hui inimaginable, mais que si l'ONU ou le Conseil de sécurité ou les diplomates avaient un tout petit peu d'imagination, avec une volonté véritable de faire baisser la pression sur le terrain, c'est par là qu'il commencerait et c'est par là qu'il finirait. Monsieur le Grand Rabbin, merci beaucoup pour ces explications ô combien importantes. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition de ce Questions-Réponses. Merci à vous.